Ici, je n'ai pas non plus à me préoccuper de la pollution, du bruit qui règne en ville. Donc nos enfants pourront faire leurs devoirs tranquillement. C'est bien plus sûr qu'en centre-ville. On a un appartement nickel super neuf. On aura un équipement super neuf. Et j'attends mon petit moi dedans là, qui sera aussi super neuf. Hein? Naomi et Olivier ont trouvé leur havre de paix. C'est le début de notre nouvelle vie. La demande ne cesse d'augmenter pour venir habiter cette nouvelle résidence. À terme, la cité du fleuve de Kinshasa devrait se composer de plus de 2000 logements, dont la future maison du chanteur Fally Ipupa. Nous le retrouvons dans une grande maison qu'il a louée non loin de là pour servir de décor à son nouveau clip. Action. Les figurants sont déguisés en guerriers congolais. Pour Fally, l'enregistrement se passe bien, mais très rapidement la musique s'arrête. Le quartier est victime d'une coupure générale d'électricité. Il n'y a pas de courant, on peut débrouiller comment on peut faire ici. Fally et toute l'équipe sont au chômage technique. Finalement, un technicien réussit à mettre la main sur un groupe électrogène. Mais celui-ci va très vite prendre l'âme. Fally est désespéré, même s'il est habitué à ce genre de déconvenue. Regarde, je suis congolais moi, c'est-à-dire que je suis né et grandi ici, donc voilà, on ne peut pas abandonner son pays parce qu'il y a des coupures d'électricité. Pour finir de tourner le clip, Manon, l'assistante de Fally Ipupa, va utiliser la sono de la voiture. En fait, avec les moyens du bord, on va connecter à la voiture en attendant le courant. Il n'y a pas le choix. Grâce à cette astuce, la fin du tournage va se dérouler sans encombre. En une vingtaine d'années de carrière, Fally a gagné plusieurs millions d'euros. Une belle réussite, qui n'est pourtant pas une exception dans ce pays. Le sous-sol du Congo regorge de minerais qui font la fortune de quelques hommes bien avisés. L'une des principales ressources, c'est le coltan, qui, une fois transformé, entre dans la fabrication des téléphones portables. Les mines se trouvent dans la région des Grands Lacs, dans l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. À Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, les conflits font rage depuis plus de 20 ans. Des groupes armés tentent de s'accaparer les richesses du sous-sol. Pour maintenir un semblant de paix dans la région, l'ONU y déploie en permanence 16 000 casques bleus. La région est très pauvre, traumatisée par les rébellions successives et les massacres. Ceux qui ont fait fortune, notamment dans les matières premières, ont leur maison autour du somptueux lac Kivu. Un des hommes d'affaires les plus importants de la région habite cette gigantesque villa. Mirador, forte présence policière à l'entrée, c'est une véritable forteresse. Son propriétaire pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, quoi? Ça va? Oui, ça va. François? Enchanté. Robert Seninga est le roi des mines de coltan. Il a eu une vie mouvementée. Auparavant, il a été chef rebelle. Aujourd'hui, homme d'affaires, il est aussi député de Massissi, une circonscription proche de Goma. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Il reconnaît même que ses mandats l'ont aidé à devenir propriétaire de mines. Robert Seninga est aussi le président de l'une des plus importantes coopératives qui extrait le coltan dans cette région. L'homme est toujours escorté par des gardes armés, car il reçoit régulièrement des menaces. On est où ici? Ici, on est au siège de la Coopérama. C'est le siège social.
là où les activités des commerces des minerais s'effondrent. Le bâtiment ne paye pas de mine. Pourtant, la coopérative engrange chaque année des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va? Robert Seninga vient faire le point sur la production de coltan des derniers jours. On a reçu 4 tonnes, 668 kilos au total. Et les chiffres sont plutôt bons. 217 kilos. On nage dans les 40 tonnes. Et ça fait combien en revenus, tout ça? Le kilo, c'est 42 à 45 dollars le kilo. Vous avez les chiffres? Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres avec vous. Oh, voilà. Robert Seninga préfère rester discret. Ces derniers jours, les mines ont rapporté beaucoup à la coopérative et à leurs propriétaires. Près de 2 millions d'euros. Pour atteindre ces résultats, l'homme d'affaires fait travailler 3000 personnes. Il prétend être un patron irréprochable. Dans vos mines, il n'y a pas d'enfants, il y a des cas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, parce que c'est interdit. Il y a des agents qui sont chargés de veiller à ce que les enfants ne se retrouvent pas dans la mine. Les enfants doivent se retrouver à l'école et non dans la mine. Dans les mines, casques, bottes et masques sont obligatoires pour assurer la sécurité des travailleurs. Et sur ce sujet, le site serait même un modèle pour la région, a écouté Robert Seninga. Les mines en question sont situées à 60 km de Goma, dans une région sublime du Nord Kivu, avec ses collines et ses pâturages à perte de vue. C'est aussi une des régions les plus dangereuses d'Afrique. Elle est en guerre depuis 25 ans. En 1994, éclate au Rwanda une des pires tragédies du XXe siècle. Un génocide qui va faire près d'1 million de morts. Des centaines de milliers de rescapés fuient vers la RDC voisine, et notamment le Nord Kivu. Mais des miliciens qui ont participé au massacre se joignent à l'exode. Depuis, cette région à l'est de la RDC est une véritable poudrière. Des dizaines de groupes rebelles s'affrontent. Ils tentent notamment de s'accaparer une partie des richesses du sous-sol congolais. Pour nous rendre dans les mines de Robert Seninga, nous sommes accompagnés de Landry, son ingénieur en chef. Seninga, c'est le Moïse, le sauveur de la communauté locale de Massissi. Parce que grâce à M. Robert Seninga, les activités et la vie se passent normalement. Pourtant, peu de choses semblent avoir évolué ces dernières années dans la région. La route est dans un état déplorable. Chaque jour, la population risque sa vie pour aller travailler. Notre voiture manque de se retrouver dans le ravin à plusieurs reprises, en raison des crevasses remplies d'eau. Ça se joue à quelques secondes près. Non, sinon on allait se retrouver, après quelques secondes on allait se retrouver dans cette rivière-là. Et là on serait foutu. Les accidents mortels sont courants sur cette piste. Oh, génial, on est sauvés. Il nous faudra en tout 5 heures pour parcourir à peine 60 km. On arrive. Nous voici à Roubaïa, près du site minier. Une ville champignon sortie de terre en quelques années seulement. Aujourd'hui, 100 000 personnes vivraient ici presque coupées du monde extérieur. La vie s'est organisée, vaille que vaille. Atelier de couture, salon de coiffure, et même de quoi transformer son intérieur en véritable discothèque. À Roubaïa, tout a été créé pour satisfaire les besoins de cette population venue profiter de ce nouveau Far West congolais. Le visage de Robert Seninga s'affiche en bonne place. C'est un homme qui rend tous les rêves possibles, selon Landry, son fidèle lieutenant.
cette maison d'un creuseur. Celui qui avait commencé à travailler dans le premier trou découvert aux alentours de Roubaïa. Il est parvenu à construire cette très belle maison que vous voyez ici. Le miracle économique serait en marche. Mais à y regarder de plus près, la plupart des habitations sont de simples baraquements en bois. Gilles vit ici avec sa femme et ses 3 enfants. À 5, dans 15 mètres carrés, ils sont obligés d'être très ordonnés. La maison est petite. On accroche les chaussures au mur et on met les habits des enfants juste là. Dans l'autre pièce, il y a la cuisine collée au lit familial. Le lit est tout petit. On dort là et ma femme fait la cuisine ici. Le couple s'est installé là il y a 5 ans, lorsque Gilles a voulu faire fortune dans les mines. Quand je vois cette voiture, je me dis que je pourrais en avoir une comme ça un jour, si Dieu m'en donne les moyens. Pour le moment, Gilles ne gagne que 5 € par jour. Il travaille à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de Roubaïa. Il doit effectuer un trajet d'1 heure et demie pour s'y rendre. Aux alentours, des centaines de sites d'extraction de coltan. Celui de Gilles s'appelle Bomfou. Au quotidien, il filtre le coltan mélangé au sable qui est extrait de la mine. Avec nos mains, c'est plus facile pour trier le coltan. On arrive à le séparer du sable. Le coltan, c'est cette substance noire. Une fois transformé, il entre dans la fabrication de composants microélectroniques. C'est ça le coltan. C'est ça qui va dans les téléphones portables. Plus tard dans la journée, Gilles doit lui aussi descendre dans la mine pour creuser. La paroi est très glissante. Attends, arrête-toi. Il n'y a pas de problème pour descendre si tu t'y prends bien. Et il n'y a aucune sécurité pour s'accrocher le long des 15 mètres de descente. Une fois arrivé en bas, l'air est difficilement respirable. Des tonnes de sable ont déjà été évacuées, laissant place à différentes galeries. Il n'y a aucune structure pour les sécuriser. Le risque d'éboulement est très élevé. Gilles extrait le coltan à la seule force de ses bras. Il y a beaucoup de sable ici. C'est sans fin. Il y en a vraiment beaucoup. La priorité est donnée à l'extraction, jamais à la sécurité. Les accidents sont réguliers dans ces mines. C'est très dangereux quand même d'être ici. C'est effroyable, mais c'est au toit. Mais Landry, notre guide, ne voit pas le problème. Dans le mine de Roubaïa, et partout où nous travaillons, il y a des cas où on a juste des morts, des cas où on n'arrive pas des morts, et quand des glissements de terrain, il y a tout avant de